Vous êtes né le 26 décembre 1964 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et de Harvard Business School. Vous avez été directeur marketing chez Danone avant d'en devenir le PDG. Vous vous appelez Antoine Bernard de Saint-Affrique? Oula, je crois que je me suis trompé de fiche de PDG. Ça, c'est le nouveau PDG de Danone. Faut dire, dans le genre classique PDG, sa bio n'était pas franchement marrante ou palpitante. Espérons que la vôtre le soit un peu plus. Léo, enfin, réfrène un peu tes passions pour les PDG. Bon, reprenons. Vous êtes né le 22 janvier 1964 dans notre chère ville grenobloise, une ville entourée de montagnes et une source d'inspiration à en croire votre livre. Difficile de résumer brièvement votre parcours, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Un parcours brillant, puisqu'en 1986, vous sortez diplômé d'HEC. Niveau palpitant, je crois que c'est râpé. Attends Léo, on a quand même un alpiniste chevronné. Ce qui ne vous a pas empêché d'ailleurs de mener une longue et riche carrière. Mais ce que notre auditoire a particulièrement retenu, c'est votre expérience à vendre des yaourts au Bifidus actiregularis. Plus sérieusement, dès 1997, vous devenez numéro 2 de Danone en tant que directeur financier, puis directeur général en 2014 et enfin président-directeur général en 2017. Ah, mais c'est vos parents qui devaient être contents. En 2020, en partie grâce à vous, l'entreprise prend un tournant et devient société à mission. Malgré des chiffres encourageants, la crise sanitaire a raison de votre poste et en 2021, l'entreprise vous remercie après 25 ans de bons et loyaux services. Vous rejoignez fin 2021 le fonds d'investissement à impact Astana Ventures et devenez président d'International Sustainability Standard Board. Vous intégrez en 2021 le club de Rome, mais impossible d'entrevoir la signification du nom de votre poste. Mais aujourd'hui, vous ne passez pas un entretien d'embauche et nous ne sommes pas là pour décrire votre CV. Parlons plutôt de l'homme qui se cache derrière ces intitulés plus prestigieux les uns que les autres. Durant la cérémonie de remise des diplômes d'HEC en 2016, on apprend que votre défunt frère, atteint de schizophrénie lourde, a marqué votre vie. Et c'est bien Ouvrir une voie, d'ailleurs, titre de votre dernier livre, que votre frère a insufflé chez vous, ou du moins, qu'il a empêché de refermer. Cette voix qui vous appelait chaque jour, et laissait sur votre répondeur téléphonique les paroles d'un homme encore connecté à la nature, à la société et à votre environnement natal, alors que vous étiez affairé à la table des plus grands PDG. Ouvrir une voie, car il vous a rapproché de la pauvreté, de ces employés matinaux qui font marcher nos sociétés, éboueurs, femmes de ménage, conducteurs de tramway, et j'en passe. Votre frère vous a appris à ouvrir les yeux quand votre fonction vous éloignait de la réalité. Vous avez dormi dans des bidonvilles, vous avez continué votre passion pour l'escalade. Et c'est peut-être ça, cette ouverture qui vous différencie d'Antoine Bernard de Saint-Affrique et qui rend votre biographie et votre discours un peu plus palpitant, qui fait de vous une personne engagée, une personne qui n'a pas peur d'encourager à rafistoler sa doudoune sur Twitter au lieu d'en racheter une pour le Black Friday. Corentin, un peu de sérieux s'il te plaît. Vous êtes en effet un homme engagé. Et c'est cet engagement qui vous fait dire, dans ce même discours à HEC, que désormais, après des décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Après, vous avez switché en anglais, j'ai plus compris. Sur la même lancée, cette année, vous avez publié Ouvrir une voie, un livre qui nous alerte tous, tout un chacun, sur l'urgence climatique à laquelle nous faisons face. Votre ouvrage se veut optimiste. Vous avancez notamment des arguments montrant que la performance n'est pas un ennemi de la RSE. Car vous croyez à l'humanité, vous ne vous laissez pas gagner par le désespoir, ce désespoir qui n'a pas d'âme, comme le disait André Breton. Vous gardez espoir concernant l'avenir de nos vies. Votre livre finit par J'ai confiance. Et ce soir, Monsieur Faber, j'ai envie de vous faire confiance pour nous offrir une magnifique conférence. Nous vous remercions pour votre attention. Merci Emmanuel Faber. Nous laissons maintenant la parole au maître de cérémonie, Flavie Redouane.
Eh bien, merci pour ce beau billet d'humeur. Bonsoir à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence J'aime en débat en partenariat avec Grenoble École de Management, la mission d'antenne de la ville de Grenoble, la librairie Artaud et bien sûr l'emblématique maison d'édition Paulsen, domaine Guérin. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Emmanuel Faber à Grenoble, votre ville natale, pour discuter de votre nouvel ouvrage, de vos engagements et de vos vies. Ouvrir une voie, c'est le titre de votre ouvrage paru en janvier dernier aux éditions Paulsen. Et c'est à travers celui-ci que nous présenterons la conférence de ce soir. Vous ouvrez votre livre avec une citation d'Emmanuel Kant. Deux choses remplissent l'esprit d'admiration et de crainte incessante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Pourquoi l'avez-vous choisie et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Bon, merci. Vous m'entendez? Pas du tout. Alors, on va régler un petit truc là. Tiens, tu vas là. Il y a des confiances, ça va marcher. Ouais, ça marche. On est bon, très bien. Pardon? Ça va? Super. Bon, merci Flavie pour la question. C'est la question que Yann Barthès sur Quotidien m'a posée. Je trouvais ça compliqué de faire une explication de texte d'Emmanuel Kant en direct et en 3 minutes. C'est pas pour ça que je vais vous faire une conférence de 3 heures sur le sujet, je serais déjà probablement incapable. Mais oui, cette phrase, elle m'a marqué à peu près à l'âge où une partie, enfin l'âge que j'avais, à l'âge que vous avez là, pour une partie d'entre vous, en tout cas les étudiants. J'ai découvert Kant un peu en terminale et ensuite en prépa. Et il y avait plein de choses dans cette... Enfin, il y avait 2 choses essentiellement dans cette phrase où globalement, il trace un lien entre le ciel et la terre. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. Pour moi, c'est une boussole pour avancer les yeux sur les étoiles, guidés par les étoiles. Et en montagne, on marche aux étoiles, en mer, on navigue aux étoiles. Voilà, guidé par le lointain, par l'intangible, par ce qui ne change pas. Évidemment, ça change, mais à des échelles qui ne sont pas celles de ma petite vie. Et la loi morale en moi pour arriver à ce que ça vienne s'ancrer dans quelque chose qui... la morale, c'est pas un truc rigide, c'est simplement qu'est-ce que je décide de ce que vont être les règles de ma vie, quelles règles je me donne pour vivre avec les autres, pour vivre avec moi-même. Voilà, donc cette phrase, elle m'habite depuis ce temps-là, et elle est un lien permanent, vertical, entre le ciel et la terre. Alors, on précise que durant cette conférence, on pourra privilégier d'un beau moment d'échange pendant 45 bonnes minutes. Donc le public peut d'ores et déjà préparer ses questions et M. Faber pourra y répondre dans la foulée. Vous dites à propos de votre entrée dans le monde de la finance, j'aurais pu entrer en résistance, j'ai choisi l'infiltration. Avec du recul, pensez-vous que votre stratégie était la bonne? Et maintenant que vous êtes président de l'ISVB, un organisme de régulation des marchés financiers, ne trouvez-vous pas que cette voie a plus de sens et vous permet finalement de d'œuvrer directement envers la justice sociale? Oui, mais il faut le dire comme ça, c'est-à-dire que je pense que les autorités de marché financier mondiales ne seraient pas venues me chercher moi pour prendre la responsabilité de cet organisme qui va donc être chargé, qui a été annoncé à la COP26, qui va être chargé dans les 3 ans qui viennent de mettre dans le code source du langage de la finance mondiale des éléments comme le climat et des éléments sur le social, la biodiversité, des choses comme ça. Donc on va véritablement changer le logiciel de la finance, si on y arrive. Et c'est un travail collectif important, urgent, complexe, et voilà. Donc, mais ce travail ne m'a été confié sans doute que parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avant, y compris, et vos camarades le disaient tout à l'heure, Danone entreprise à mission en 2020, Danone et la comptabilité qu'on a mise en place sur le carbone. On a publié un profit décarboné en montrant
montrant qu'il n'était que la moitié du profit comptable selon les normes IFRS. Donc voilà, et moi je n'ai pu mettre ça en œuvre que parce que bien avant j'ai été directeur financier parmi les plus jeunes à l'époque, et que parce que peut-être que j'étais parmi les plus jeunes, j'ai pensé à aller plus loin ou essayer d'autres choses, et qu'avant ça, si je n'avais pas démarré dans la finance, voilà, je ne serais pas en train de vous parler de ça aujourd'hui, sûrement de plein d'autres choses passionnantes. Hein. Mais ce que j'ai trouvé finalement irrefusable dans la proposition qui m'a été faite après la COP26, c'est justement cette espèce de fil rouge, en revenant avec de nouveau les étoiles au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. Est-ce que c'est pas en effet une étape là pour les 3 ans qui viennent qui est tellement évidente? Après, ce à quoi ça correspond, c'est que il y a un changement de posture. Moi, je l'ai fait à l'échelle d'une entreprise, en emmenant d'ailleurs d'autres entreprises dans des collectifs. On a fait des coalitions autour de tout ça, que ce soit sur la biodiversité, sur le carbone, avec des fonds particuliers, sur une forme de croissance plus inclusive. Maintenant, il m'est proposé de demander de le faire à une échelle systémique au niveau des marchés financiers mondiaux. Donc c'est, pour moi, avec ce que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que ce livre s'appelle Ouvrir une voie. C'est une voie qu'assez peu de gens avaient empruntée avant, en tout cas pas en allant aussi loin et aussi nombreux d'une certaine façon dans cette expédition. Ce qu'on va faire là, ça n'est pas de poursuivre cette ascension-là, c'est parce que franchement, la voie elle est là, hein, il n'y en a pas beaucoup d'autres, elle est évidente, mais il faut l'équiper. L'équiper en montagne, ça veut dire faire en sorte que d'autres puissent la pratiquer, même s'ils n'ont pas la même, s'ils ne sont pas prêts à prendre le même type de risque, s'ils n'ont pas la même expertise. Voilà. Donc équiper, ça va permettre d'y aller nombreux, que tous ceux qui ont envie de s'y engager puissent s'y engager sans prendre les risques que moi j'ai pris et qu'on a pris souvent à plusieurs. Donc on va équiper cette voie, la baliser, mettre des points de repère, des relais, des indicateurs, sur le carbone, sur plein de choses qui vont faire que ce qui a été peut-être un peu l'aventure de pionnier, et je suis loin d'être le seul, hein, il y en a plein dans le monde, mais deviennent vraiment le langage commun de la finance, et c'est ce dont on a absolument besoin pour entrer pleinement dans la transition écologique et sociale. Donc vous venez d'en parler, vous pensez que l'implication des salariés dans la transition climatique des entreprises est indispensable. Vous avez par exemple permis aux salariés de votre entreprise de s'exprimer sur les orientations stratégiques de celle-ci. Cependant, cette possibilité leur a été donnée par leur direction. Ils n'ont pas pu la créer eux-mêmes. Et donc, selon vous, qui est capable d'ouvrir une voie ou de l'équiper, comme vous venez de le dire? Alors, c'est une question vraiment intéressante, parce que j'ai passé mon temps au cours des 30 dernières années, passé dans tous ces milieux de la finance et du monde des affaires, à discuter aux marges de cet univers-là, de parler beaucoup avec des plus jeunes, systématiquement. Enfin, pendant assez longtemps, j'ai été le plus jeune autour de moi, mais maintenant, c'est plus le cas. Et ce qui me frappe souvent, c'est cette phrase qui dit « Oui, mais j'y arrive pas, quoi. J'ai pas assez de pouvoir pour faire changer les choses. J'attends d'avoir plus de responsabilités, et puis j'y arriverai, plus d'expérience, et puis j'y arriverai. » Et à la fois, je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que et c'est souvent ce que, quand je discute avec des jeunes salariés, je le faisais tout le temps chez Danone aux 4 coins du monde, il y a cette envie dans votre génération d'avancer plus vite, cette impatience, et vous avez raison d'être impatient sur le fait qu'il faut qu'on bouge. Mais il y a d'un côté, je pense, la nécessité d'apprendre, c'est-à-dire il y a la patience de savoir pourquoi vous restez là où vous êtes, là où vous allez aller, les uns ou les autres, parce que je pense que dans des systèmes complexes, on ne les transforme bien que si on les connaît. Et de nouveau, moi, je n'aurais pas fait tout ce qu'on a fait si je n'avais vraiment pas été avant tout au cœur de la finance pendant plusieurs années pour comprendre comment ça marche, quelles sont les limites, quels sont les leviers, qu'est-ce qu'on peut attendre, pas attendre, les marges de manœuvre, les endroits où on peut passer. Donc, investir dans sa capacité à changer le monde, je pense que c'est un investissement nécessaire. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas une idée géniale
d'entreprises sociales et solidaires immédiates, qu'il ne faut pas y aller, hein, c'est pas ça que je dis du tout, mais il y a évidemment, quand on dit ouvrir une voie, c'est ouvrir sa voie à chacun, et c'est à vos âges en particulier, ça va se dessiner, et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas dans le fait de, c'est pas parce que vous démarrez un truc aujourd'hui et puis dans 3 ans vous faites autre chose, c'est pas grave, vous verrez en vous retournant, et si vous y veillez, qu'il y a un fil rouge dans tout ça qui dessine la cohérence de ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, soyez-y vigilants. Donc, pardon, je suis long dans ce que je suis en train de dire, mais c'est pour dire, la première des choses, c'est, je pense que c'est important d'être prêt à investir du temps et à apprendre. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, et que vous n'arrivez pas à faire changer les choses, là, posez-vous vraiment les questions. Parce que apprendre, c'est un compromis nécessaire, ce temps-là. Et puis, il y a un moment où c'est de la compromission. Et moi, je l'ai dit parfois à des jeunes chez nous, hein, où on avançait visiblement moins vite qu'ils ne l'espéraient. Il y a un moment où il faut qu'ils décident de partir, d'aller faire autre chose. C'est très, très dommage, parce qu'on a absolument besoin, et les grandes entreprises, le monde ne changera pas sans les grandes entreprises. Évidemment, il faut plein d'autres choses que les grandes entreprises, mais si les grandes entreprises ne changent pas, ça ne bougera pas suffisamment fort et suffisamment loin. Donc il faut des jeunes qui y restent. Donc j'étais malheureux, mais en même temps, c'est comme ça, quoi. Votre vie, elle vaut plus que ce que vous faites tous les jours dans une entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est néanmoins de ne pas attendre d'avoir du pouvoir. C'est-à-dire que, par certains côtés, c'est ce que j'écris dans mon livre, le pouvoir est un poison du leadership. Quand vous avez le pouvoir, vous n'avez plus besoin d'exercer du leadership. Vous appuyez sur un bouton et ça marche. Parce que, oui, on est dans une forme pyramidale, organisée, non démocratique de l'action collective. Et voilà, ça s'appelle du pouvoir. Le leadership, c'est très très différent. Et d'une certaine façon, le leadership, c'est une forme d'engagement personnel qui crée de l'adhésion collective, parce que vous n'êtes pas la seule ou le seul à vous engager, et que ça résonne, ce que vous êtes en train de faire résonne avec d'autres. Mais ces moments de leadership, quand on est au pouvoir, et plus on a de pouvoir, moins on a envie de les vivre, en particulier parce qu'ils sont porteurs de risques. Et tout pouvoir tend à son statu quo. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de limite permanente. Au fur et à mesure qu'on grandit en responsabilité, pour moi, il y a l'absolue nécessité et le devoir d'être en vigilance sur ce qu'on fait de cette responsabilité. Le pouvoir, c'est une responsabilité, c'est un service avant tout. Alors maintenant que vous avez ouvert cette voie, celle d'une interprétation de la redéfinition de la création de valeur en entreprise, d'une quête de justice sociale accrue. Voyez-vous aujourd'hui une entreprise, un organisme à échelle internationale qui pourrait s'en emparer et qui pourrait rechercher cet idéal? Pour répondre à ça, je pense qu'il faut déjà se dire une chose, c'est que la finance n'est pas l'ennemi. Elle est un ennemi facile à désigner. Que certains financiers se comportent n'importe comment, ça c'est clair, qu'ils soient même assez nombreux, c'est probable, mais la finance en soi, c'est un bien commun de l'humanité. Il y a d'ailleurs, si je peux juste me permettre un très court mot là-dessus, la notion fiduciaire, la fiducie, la monnaie, c'est en latin, fides, c'est la confiance. La monnaie et la finance, ça ne marche que parce que si je sors un billet de 5 €, c'est un bout de papier qui ne vaut rien si vous ne savez pas qu'il vaut quelque chose. Et donc c'est la confiance qu'on se fait sur le fait qu'il est bien vrai et qu'il vaut bien cet argent-là qui fait que ça fonctionne. Donc la base même de la finance, qui est la base même de l'économie, c'est la confiance. Aujourd'hui, la finance a été construite sur des modèles dans lesquels on s'est dit que l'économie de marché, avec un peu de régulation, allait créer de la prospérité. Et à une échelle assez courte, qui est, en tout cas en Europe, on va dire, de, je sais pas, 1950, on va dire, jusqu'à peut-être 1980, voire 2008, si on veut vraiment pousser beaucoup plus loin, mais vraiment c'est le maximum, on peut dire que ça a à peu près marché. C'est-à-dire qu'en même temps que l'émergence des marchés financiers, ça a produit une capacité de fluidification du capital, et donc ça a permis à du capital de se poser sur des aventures d'entreprises qui ont accéléré la croissance économique, et cette croissance économique a permis
de sortir plein de gens de situations compliquées et de créer une base de classe moyenne, au sens socio-économique du terme, qui a renforcé la démocratie, qui a donné la capacité aux gens de réfléchir à un projet de société et pas juste à survivre pour nourrir leurs enfants le soir. Bon, cette illusion-là, elle a été entretenue ensuite avec la chute du mur de Berlin, puisque le seul modèle alternatif systémique, c'était le communisme, et on a vu que ça ne marchait pas, et donc on en a déduit, bah, c'est bien, capitalisme égale démocratie. Bon, on est un peu plus tard, et on s'aperçoit qu'évidemment, ça ne marche pas comme ça du tout. Mais du coup, pourquoi je dis ça? C'est que l'économie, elle a un rôle, et tout à l'heure, vos camarades me citaient voilà, sur un thème qui me paraît pourtant une évidence, c'est que, en effet, la finance doit servir l'économie, et l'économie, elle est là pour servir nos modes de vie à nous, c'est-à-dire l'humain, je n'ose pas mettre un grand H parce que c'est sans doute trop gros, mais voilà, les femmes et les hommes, quoi, c'est au service de ça qu'est l'économie. Et l'économie, c'est rien d'autre que, de nouveau, alors je pose du grec en 2 mots, mais oikosnomia. Oikosnomia, c'est que les règles qu'on se donne, on revient à la question de la morale, pas au sens d'une morale descendante, je sais pas quoi, juste les règles qu'on se donne pour vivre ensemble. Oikos, c'est l'endroit qu'on habite ensemble. Hein, c'est domestique en grec, oikos. Donc l'économie, elle est pensée de façon très très locale au départ. Tout ça pour dire quoi? C'est que quand j'évoque cette idée d'équiper une voie, si la finance retrouve une boussole qui est celle dont nous, en tant qu'humains, nous avons besoin aujourd'hui, qui est celle de la transition, parce que le changement climatique est une réalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est là, et il nécessite qu'on bouge. Et il va avoir des conséquences sociales telles qu'il est nécessaire qu'on bouge sur ces conséquences. Donc cette transition double, climatique et sociale, l'économie est en train de commencer à la faire, mais elle est freinée, bloquée dans sa capacité à le faire parce que la finance n'est pas synchronisée avec ça. Donc, si nous arrivons à mettre en place un langage qui permet de la resynchroniser, ça permettra de financer cette transition-là. Et donc, est-ce que je vois des organisations internationales, des entreprises capables de suivre ça? D'abord, l'idée, c'est bien d'équiper cette voie pour que tout le monde puisse y aller. C'est pas juste Happy Few, c'est tout le monde. Et deuxièmement, dès aujourd'hui, il y a déjà des acteurs qui ne savent pas nécessairement comment y aller, mais qui savent que c'est très important. Je vais prendre, en restant bref, néanmoins, juste 2 ou 3 exemples. Quand le plus grand assureur du monde déclare il y a 1 an qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, ben ça veut juste dire qu'on revoit tous nos modes de vie. S'il n'y a plus d'assurance, si le secteur de l'assurance n'existe plus aujourd'hui, on revoit tous nos modes de vie, toutes nos organisations, d'épargne, d'investissement, de protection sociale, de tout ce que vous voulez. Si la Banque Centrale Européenne prend le climat dans ses éléments de risque pour évaluer la stabilité monétaire de l'euro et donc la politique monétaire européenne, ce qu'elle a fait, ça veut dire que la Banque centrale estime que le climat est un sujet de stabilité monétaire, et donc ultimement sociale, politique, tout ce que vous voulez, pour la zone euro. Et les grandes banques centrales qui prennent le climat en compte désormais dans leur politique monétaire, il y en a de plus en plus. Sauf que nous n'avons pas encore suffisamment des indicateurs communs pour savoir exactement de quoi on parle. Donc on revient à cette question-là. C'est juste pour vous dire que des très grands organismes, je ne sais pas, une très grande banque française a acheté une banque mutualiste en Pologne il y a 2 ans, dans laquelle elle a trouvé un portefeuille de prêts de beaucoup à des organisations qui exploitaient des mines de charbon. Il y en a beaucoup encore en Pologne. Ils ont décidé de sortir de ça, intégralement, en l'espace de 18 mois. Ils l'ont fait. Ça veut dire que un certain nombre aujourd'hui de grands acteurs financiers décident de se retirer graduellement des industries qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. On peut se demander si c'est une bonne ou une mauvaise idée, hein, mais je vous dis simplement qu'il y a des gens qui font ça. Et ils le font pour des raisons qui sont variées, mais y compris des raisons de gestion des risques. Parce que vous prenez
En Allemagne, par exemple, il y a une immense mine au nord de l'Allemagne de charbon à ciel ouvert, la plus grande d'Europe. Ben, en l'espace de 10 ans, sa programmation de fermeture s'est avancée de 20 ans. On est passé, en 2010, il était question de la fermer en 2050, on est en 2020 et maintenant on parle de 2030. Donc dans 10 ans, elle sera fermée. Et ça inclut, cette situation-là, ça inclut le fait que des très grands actionnaires institutionnels et des banques ont refusé de continuer à prêter de l'argent et à apporter du capital pour pousser des activités comme celle-ci. De nouveau, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je vous le dis. Donc, il y a déjà plein de gens qui sont en train de bouger, et il faut absolument systématiser cette démarche. Donc nous allons maintenant passer à une dernière question avant de prendre les questions du public, donc vous pouvez d'ores et déjà préparer vos questions. Vous avez été à l'initiative de grands changements au sein de Danone, comme le passage au statut juridique de société à mission ou le programme d'accès de 100 000 salariés de Danone à l'actionnariat. Quelle est, selon vous, la prochaine étape pour réformer les grandes entreprises françaises? La voix des salariés. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Sur le climat, je suis incroyablement impressionné par les collectifs de salariés de grandes entreprises qui sont nés depuis 2 ans et demi en France. Ils se sont déclarés publiquement en avril 2021, ils étaient 27 collectifs de 27 entreprises. Ils sont plus de 150 maintenant. Et ce sont des salariés, vous disiez tout à l'heure chez Danone, c'est leur patron, leur conseil d'administration qui a donné la voix aux salariés sur les questions stratégiques, climatiques, de développement durable, etc., de stratégie d'ailleurs, y compris d'ailleurs de performance financière. Oui, c'est vrai. Là, je parle d'actions qui sont en fait qui relèvent de l'action de la société civile. Et je suis persuadé qu'il y a un potentiel incroyable dans la façon dont cette génération, la génération actuelle des salariés, et quand je dis volontairement des salariés, parce que c'est assez souvent des jeunes, mais il y a vraiment des gens très expérimentés aussi et très avancés dans leur expérience de l'entreprise et de sa complexité qui rejoignent ces collectifs-là et qui font bouger les entreprises elles-mêmes. Dans le secteur de l'énergie et de la finance, il y a 5 très grandes entreprises dans lesquelles il y a des collectifs de salariés comme ça qui se sont créés dans les 2 dernières années, qui ont déployé la fresque du climat, qui ont déployé tout un tas de trucs que un certain nombre d'entre vous connaissez sans doute autour des outils d'éducation et de mise en œuvre des stratégies de changement climatique. 2 d'entre elles sont désormais, 2 de ces entreprises-là, très grandes, sont désormais en lien direct entre le niveau du comité exécutif mondial de l'entreprise avec ces salariés-là pour écouter ce qu'ils ont à dire et les consulter sur un certain nombre de sujets. Et de façon très intéressante, c'est une petite discussion que j'avais avec mon ami Laurent Berger, le patron de la CFDT, il n'y a pas très longtemps, de façon très intéressante, ces collectifs de salariés ne se définissent pas comme des contre-pouvoirs, ce que sont les syndicats, ils se définissent comme des pour-pouvoirs. C'est-à-dire, ils viennent en soutien de la direction générale, qui, elle, gère tout un tas de contraintes, de complexité, et qui a parfois un peu du mal à aller, en soutien pour dire on est là, et on a des idées, et on voudrait vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Et donc ça change radicalement la nature même, parce que c'est très différent d'avoir une ONG qui vient à l'Assemblée Générale des actionnaires militer et dire c'est pas bien ce que vous faites, même si elle a raison de le faire. Mais vous imaginez bien que c'est très très différent quand vous êtes le patron d'une très très grande entreprise du secteur de l'énergie qui prend une manifestation agressive de l'extérieur sur ce sujet, et quand ce sont les talents que vous avez recrutés, que vous êtes en train de faire grandir dans l'entreprise pour la gérer dans 10 ans, et qui viennent vous dire il faudrait vraiment qu'on se bouge. Allez juste un point plus loin pour comprendre le pouvoir de ce truc-là. Quand vous voyez ça d'un côté, et que
Les salariés dont je parle, c'est des gens qui sortent des écoles comme celle dans laquelle on est aujourd'hui et de plein d'autres. On n'est pas dans une lutte des classes. C'est pas une lutte des classes, c'est pas une opposition. Parce que dans cet amphithéâtre, il y a les futures patronnes et patrons d'entreprises, petites, moyennes, grandes, ce que vous voulez. Vous êtes destinés à ça d'une façon ou d'une autre. Enfin, en tout cas dans vos études, quoi. Vous verrez bien ce que vous avez envie de faire après, ce que la vie vous donnera de faire aussi. Mais c'est pas une lutte des classes. Or, ces grandes entreprises vont avoir de plus en plus de mal à recruter. Donc, c'est des talents qui sont précieux. Donc, si vous êtes le CEO d'une grande entreprise, vous ne pouvez pas juste dire « mais qu'est-ce qu'ils me racontent ces jeunes-là » Plus de ça, ils sont sur les réseaux sociaux, les jeunes en question. Donc, c'est pas hyper à la mode, pas écouter des jeunes qui ont des idées. Donc, regardez juste ce qui se passe. Très grande entreprise pétrolière française qui essaye de s'implanter dans un partenariat stratégique à Polytechnique, et où il y a des étudiants de Polytechnique qui disent non, on ne veut pas. Or, le comité exécutif de cette entreprise est peuplé d'étudiants de Polytechnique, d'anciens, il y a 25 ans. Enfin, je veux dire, il faut regarder les choses en face au bout d'un moment. Donc, ce pouvoir de changement des salariés, je pense que c'est vraiment une clé de l'action du changement climatique des grandes entreprises. Et puis on va pouvoir passer à un échange direct entre le public et M. Faber. Donc on va d'ores et déjà prendre les questions et prendre un par deux pour commencer. Et puis on finira. Ouais. Donc ceux qui souhaitent poser des questions peuvent lever la main. Voilà. Bonsoir, merci pour la présentation. Vous avez parlé d'outils, notamment la finance à resynchroniser avec la société, etc. Il y a souvent dans ces sujets de transformation des enjeux de culture. Comment on peut faire? Parce que si on est au bon niveau, ou que la personne qui est au bon niveau a la vision, a la culture, ça peut fonctionner. Si elle ne l'a pas et qu'on est en dessous, alors vous avez amorcé une piste là, avec le collectif de salariés. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que c'est souvent un enjeu de blocage et de complexité, ça. Merci. Merci. Une autre question? Bonsoir. Votre carrière et votre livre montrent que vous avez bien mérité d'être un des premiers de cordée de notre société. Imaginons maintenant que vous arriviez ou qu'on vous fasse grimper jusqu'à un niveau opérationnel, par exemple ministériel, de notre État. Et ma question est, hormis le sort des entreprises et des salariés, quels sont les 2 ou 3 grands chantiers que vous souhaiteriez ouvrir prioritairement? Merci. Allez, une troisième. J'ai envie de poser une question là. Pardon. Aucun problème. Bonjour, merci. Moi, c'était pour savoir, à votre avis, comment est-ce que les grandes entreprises du type Danone vont pouvoir adapter leur modèle d'affaires à la nécessité de la sobriété, voire de la décroissance pour le climat? Merci. Bon. En fait, les 3 questions se rejoignent d'une certaine façon. Sur la question de la culture, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a toute une génération, en fait, notre génération, et vous qui êtes dans la salle, êtes sans doute pas par hasard dans cette salle, bien entendu, mais manque encore de connaissances sur ces sujets. C'est des sujets qui sont extrêmement récents, malgré tout, à l'échelle de toute l'économie qu'on a construite. Donc, il y a un extrême besoin de comprendre comment ça marche, de comprendre les enjeux, les fausses bonnes idées, les bonnes fausses idées, etc., etc. Et on en voit tous les jours. Un truc, on vous dit c'est bien, puis on creuse, on dit c'est pas bien, on recreuse, on dit ah ben c'est bien, mais on recreuse et puis non, c'est pas bien. Bon, et puis voilà, il se passe des taxonomies européennes qui posent plein de questions à tout le monde, enfin bref. Donc oui, il y a ce besoin-là.
Cela étant, je trouve que, encore plus grand, pardon, alors pour répondre à ce besoin-là, il y a maintenant plein de gens qui proposent de la formation dans ce domaine. Je parlais de la fresque du climat, ça marche très bien, c'est déployé des milliers de fois, voilà, ceux qui veulent la faire, vous la faites. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, moi ce que je trouve assez frappant, c'est que finalement notre manque collectif de curiosité, c'est-à-dire que, ou individuel, je devrais dire, et le mien y compris, hein, bien entendu, mais est-ce que pour ne pas être renseigné sur des sujets aussi massifs que le climat, il faut choisir de ne pas l'être. Franchement, il faut choisir de ne pas regarder, quoi. Or, on choisit tous de ne pas regarder. Enfin, moi, je ne regarde pas tout le temps. En tout cas, j'ai regardé peut-être plus que d'autres, mais dans mes responsabilités. Mais voilà. Et donc, pour moi, la question, c'est vraiment la conscience. Et c'est encore plus compliqué que la culture, parce que la culture, ça se construit, on peut faire du collectif, etc. La prise de conscience de chacun, de ce qu'est cet enjeu et de comment moi, dans ma vie, y compris professionnelle, je l'accepte, je m'engage à le prendre en compte. J'ai pas de réponse toute faite à ça, mais je pense vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse beaucoup dans les collectifs des salariés, c'est qu'ils font ça en temps magique, hein. Ils font ça en plus de tout le reste. Ils travaillent full-time, c'est des gens plutôt brillants et qui marchent bien dans leur boulot, et ils font ça en plus. Et ils font ça en plus parce qu'ils ont collectivement la conscience qu'il y a un enjeu pour leur entreprise. Et je crois beaucoup, moi, de nouveau, à ces mouvements qui sont proches du mouvement de la société civile, parce que, je vais quand même continuer. Je ne connais pas aujourd'hui de CEO, de patronne, de patron de grandes entreprises au moins, qui ne se posent pas d'une façon ou d'une autre la question du climat et de l'adaptation de son entreprise. C'est une première partie de la réponse à votre question. Il y a la conscience du fait qu'il y a un problème. De nouveau, si AXA vous dit 4 degrés, je ne sais plus faire, il n'y a plus de marché de l'assurance, ben, on écoute, et quand on est assuré et qu'on paye des centaines de millions d'euros de primes d'assurance quand on est une très grande entreprise, on se pose la question. C'est quoi les risques de transition? C'est quoi les risques physiques? J'ai tous mes systèmes de données qui sont chez IBM à Montpellier, est-ce qu'il ne faut pas que je les mette ailleurs? Parce que Montpellier, dans 20 ans, je ne suis pas sûr que ça marche encore, quoi. Des problèmes de température, des problèmes d'inondation. Enfin, on revient in fine à ce lien très très physique et direct que nous avons oublié, que nous avons avec la réalité physique, la nature comme on l'appelle. Et je vais me permettre, pardonnez-moi, une petite digression, parce que tout à l'heure, sur la question de comment est-ce qu'on ramène la finance, j'ai fini par dire elle doit être au service de l'humain. Mais je vais aller plus loin, et je vais plus loin dans le livre. Parce que nous, humains, dans nos modes de vie, nous sommes coupés du vivant, du reste des vivants. En particulier dans les modes de pensée occidentales, mais comme la finance a mondialisé tout ça, en fait, dans beaucoup de modes de vie désormais, pas partout, mais dans beaucoup de modes de vie, qui sont en tout cas au cœur de ceux dans lesquels on vit en France et ailleurs. On s'est coupé du vivant, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a les hommes et le reste. Et le reste, franchement, c'est des ressources. C'est pas du vivant, c'est juste des ressources. Que ce soit des animaux, que ce soit du pétrole. Le pétrole, on ne le paye en rien dans les entreprises. En rien. C'est-à-dire qu'on paye la prospection, le coût, on paye le forage, on paye l'extraction, la transformation, le stockage, la distribution, etc. Mais le pétrole, que la nature a mis 100 millions d'années à produire pour transformer de la matière organique, c'est-à-dire mon cadavre dans 100 millions d'années transformé en matière fossile, zéro coût. Le jour où il n'y en a plus, on n'a rien provisionné pour ça. Sur les sols et l'agriculture, c'est pareil. Quand l'agriculture intensive ruine les sols et qu'on passe de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à 150 kilos dans les grandes plaines de Beauce et qu'aux États-Unis, 70% des sols sont dégradés, c'est nulle part dans la comptabilité des entreprises, le coût de remplacement de ça. Donc on compte même pas, et de nouveau, pardon, mais c'est des vraies réponses à la question sur Danone et les grandes entreprises. On ne compte pas ce qui compte. Donc tant qu'on ne compte pas ce qui compte, c'est pas très intéressant de savoir si on croit ou si on ne croit pas d'ailleurs. On est sur des indicateurs aujourd'hui qui sont beaucoup trop rudimentaires par rapport à cette question de la reconnexion avec notre milieu naturel. Et donc c'est cette reconnexion au vivant qu'il est essentiel que l'on fasse, parce que non seulement ne pas le faire nous amène encore plus loin dans les risques que nous portons, et parce que aussi,
la nature, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais a une bonne partie des solutions que nous ne savons même pas valoriser aujourd'hui et qu'on ne valorise pas parce qu'on estime que l'air qu'on respire là, il est gratuit, donc tout va très bien. Bon d'accord, mais moi j'ai vécu 3 ans en Chine, à Pékin, l'air il n'était pas gratuit du tout. Hein. Quand on était à 700 ppm, tout le monde était chez soi avec de l'air conditionné, ça coûtait, on n'avait pas le droit de sortir dans les rues. Donc non, c'est pas si naturel, ça va pas de soi quoi, de respirer de l'air à force de le polluer. Donc je parle de conscience, parce que tant qu'on ne prend pas conscience de trucs comme ceux que je viens de vous dire, je pense que c'est pas enraciné suffisamment loin pour se dire ok, je m'engage et je pars dans cette voie-là. Je dis juste une dernière chose parce que je ne sais pas si je pourrais le dire, enfin si j'aurais le temps de vous le partager. J'ai parlé du vivant. C'est pas seulement les énergies fossiles ou le sous-sol, les animaux. Les humains et leur système d'animaux domestiqués représentent 90% du poids de la biomasse de tous les mammifères vivants. Donc, quand on ferme les yeux là et qu'on pense à la nature, on imagine des trucs immenses avec des ours qui se baladent, des tigres et des machins. C'est de la fantaisie. Il y a plus de tigres en captivité aux États-Unis, c'est en partie interdit, mais il y en a entre 7 et 8 000, que dans le monde entier, dans la nature. En Inde, il n'y a plus que 2000 tigres. 2000 tigres. Il y en a beaucoup plus dans les zoos. Donc, à force de faire l'élevage intensif de bovins, les bovins représentent la moitié du poids des animaux sur la planète. La moitié. On a complètement perdu les pédales. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc, se dire qu'il faut consommer de la viande un peu moins de meilleure qualité avec des animaux qu'on traite un peu mieux, c'est une évidence. Donc, quand sur RTL, on demande au grand jury, comme un défi, est-ce que vous êtes d'accord avec L214 qui propose de mettre des caméras dans les abattoirs, je dis, bah oui, bien sûr que je suis d'accord. Parce que si moi, je ne suis pas prêt à regarder en face la façon dont je consomme et dont je traite, très directement, les animaux dans mon processus alimentaire, il y a quand même un problème. Est-ce que je peux vraiment me considérer comme une conscience humaine, pleine, entière? Je ne le saurais jamais. Donc c'est ça, quand je parle de conscience, c'est ça. Et tant que ça ne descend pas là, tant que ça reste là, et alors encore plus quand c'est ailleurs, on n'a pas l'énergie d'y aller, quoi. Et c'est ça, moi c'est ça qui me rapproche de la grimpe et de l'alpinisme. Parce que l'alpinisme, il ne suffit pas juste d'avoir envie, il ne suffit pas juste d'avoir la force dans les jambes. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut poser un premier pied, puis un deuxième pied, et à partir de là, c'est parti, on grimpe. Mais il faut y aller, quoi. Il faut être engagé pleinement, je dirais de façon vivante. Pardon pour ce long développement. Mais du coup, pour votre question sur les grandes entreprises, tout ce que je viens de dire s'applique à l'ensemble de l'économie et s'applique de la même façon aux grandes entreprises. Donc je vais le dire différemment. Il y a aujourd'hui, on n'y est pas du tout encore, hein, mais il y a tout un pan, en particulier aux États-Unis, qui travaille sur ce qu'on appelle de la comptabilité d'impact pondéré. Pondéré par l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on prend une entreprise et on regarde plus seulement la production de trésorerie qu'elle génère tous les années, et puis on fait de la compta avec ça, mais on comptabilise aussi son impact. Parce qu'elle peut avoir des externalités positives et des externalités négatives. Et vous faites les deux, la somme des deux, c'est très compliqué, il faut mettre des valorisations sur tout ça. Mais voilà, on arrive à une comptabilité qui prend en compte l'impact des entreprises. C'est pour dire que c'est entre autres à Harvard, ils ont déjà scanné plus de 10 000 entreprises, enfin bref, il y a la même chose en Angleterre, il y en a en Asie, il y a... nous avons financé une chaire, pas ici, mais à Audencia, sur la double matérialité de la comptabilité carbone, par exemple, depuis plusieurs années, avec une prof qui travaille sur ces questions-là. Donc, le défrichage de l'algorithme économique et financier qui permet de rentrer tout ça dans le pilotage des entreprises, il est en cours. Je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà beaucoup parlé. Hein. Mais ça veut dire que quand vous parlez de décroissance ou de croissance, moi je ne sais pas trop de quoi on parle, et d'une certaine façon, pour dire la chose de façon différente, je pense que le pilotage de la transition vers laquelle on va aller là, parce qu'on a quand même on a peu de temps hein, pour que ça marche, donc il va falloir qu'on gaspille ni trop de temps ni trop d'argent.
Et donc, notamment l'argent, il va falloir qu'on le mette sur des bons choix de technologie, de filières, et ça ne va pas être tout le monde pareil. Parce que la compétitivité économique, écologique et sociale, elle dépend des territoires. C'est pas une solution mondiale. Selon la compétitivité, c'est la capacité à développer une économie résiliente. Donc il y a des avantages concurrentiels qui lui permettent d'être résilient. S'il n'y avait que les coûts, il n'y aurait plus de plasturgie dans l'Arve aujourd'hui, ou d'horlogerie en Suisse, ou de machines-outils dans le nord de l'Italie. Il y en a toujours, pour plein de raisons. Et c'est pour dire que, de nouveau, les grandes entreprises, elles doivent rentrer dans cette transition en reprenant à la base ce en quoi, au bout du bout, qu'est-ce qui font qu'elles ont quelque chose d'unique à proposer économiquement pour cette transition, et qui fait en fait leur rôle, leur mission. C'est pour ça qu'entreprise à mission, c'est pas un mot vide pour moi, une raison d'être, c'est un mot sérieux. Et à partir de là, je ne sais pas si ça produira de la croissance au sens PME du terme, mais moi je suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup de savoir si... En fait, ça m'est un peu égal de savoir si le PIB va monter ou baisser. C'est un instrument tellement rudimentaire, à côté de la précision de ce dont on a besoin pour faire bouger et avancer de façon massive les entreprises vers ces solutions, que je ne pense pas que ce soit... C'est un problème massif de culture, pour le coup, parce qu'on est biberonné au PNB par habitant depuis toutes les statistiques mondiales depuis des décennies et des décennies. Mais c'est un indicateur d'une extrême pauvreté, pour toutes les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et pour ne pas être trop long, pour répondre à monsieur sur la question ministérielle, cette question ne se pose pas, puisque j'ai choisi d'aller faire complètement autre chose pour les 3 ans qui viennent. Mais ce qui me paraît urgent, c'est que, et ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai partout, c'est de bien comprendre un truc qui est sans doute un peu désagréable pour certains d'entre nous dans cette salle, à commencer par moi, c'est que cette transition ne se fera, climatique, écologique, elle ne se fera que si elle est accompagnée sur le plan social. Parce que c'est le concept d'ailleurs qui commence à apparaître, en anglais on parle de just transition, une transition juste. On n'est pas tous égaux face à les enjeux de cette transition, à commencer d'ailleurs par les boulots qu'on occupe. On sait que basculer vers le véhicule électrique en Allemagne, c'est 100 000 emplois qui disparaissent, net. Il va falloir créer des choses, quoi. Peut-être pas de l'emploi, du travail, à la place de l'emploi, j'en sais rien, d'autres choses. Mais... Donc, ça commence par ça. Ensuite, il y a évidemment, selon l'endroit où vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas exposé de la même façon, tout simplement au plan physique du terme, aux conséquences de la transition. Et troisièmement, cette transition, elle va être inflationniste. Les prix vont monter. Les prix vont monter parce qu'il va falloir innover. On va partir sur des modèles et des technologies qu'on ne maîtrise pas encore complètement et qui surtout ne sont pas d'emblée à l'échelle qu'on a sur des modèles qu'on a construits depuis des années et des années, qui reposent sur des consommations de masse. Donc dans un premier temps, ça va coûter de l'argent. La relocalisation à laquelle on a pas mal travaillé de l'alimentation en France pour arriver à une Europe souveraine sur le plan alimentaire à l'horizon 2040, et avec une trajectoire pour la France là-dedans. Le budget moyen des ménages en France par mois sur l'alimentation, c'est autour de 400 €. Ça va de 330 à 500 selon les quintiles de population, on va dire. Donc en moyenne, à peu près 400. On sait que c'est environ 10%, 10 à 15% de plus par mois pour une alimentation qui serait issue d'une agriculture régénératrice, durable, et dans laquelle il y a une forme de souveraineté du territoire. Souveraineté, ça ne veut pas dire autarcie, mais ça veut dire des relations d'interdépendance avec d'autres territoires dans des rapports de force qui sont équilibrés. Pour le dire un peu vite. C'est 10% de plus pour le budget des ménages. Tout le monde ne va pas pouvoir se payer ces 10% de plus. Il y a plein de gens qui vivent avec 300 € de reste à vivre. Leur demander de mettre 40 dans l'alimentation, ça ne marche pas. Donc il va y avoir des choix de société à faire
qu'est-ce qu'on favorise? Est-ce que finalement avoir une alimentation toujours moins chère, faut être clair, on ne paye pas le vrai coût de l'alimentation aujourd'hui. Ne serait-ce à cause de ce que je disais tout à l'heure, l'agriculture est le deuxième. Enfin, l'agriculture au niveau mondial, c'est 70% de la consommation d'eau, dont 40% est perdu en évaporation dans les schémas d'irrigation intensifs. Et c'est à peu près 20% des émissions nettes de gaz à effet de serre, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la totalité de l'industrie. Donc c'est extrêmement émetteur. L'agriculture intensive est extrêmement émettrice en gaz à effet de serre. Et l'élevage animal en particulier, et les ruminants encore plus. Donc aujourd'hui, on ne paye pas chez Leclerc et chez les autres le vrai coût de l'alimentation. La guerre des prix, c'est une catastrophe. Quand j'étais président d'une entreprise concernée, je l'ai dit publiquement, etc. Mais néanmoins, pareil, on est picousé à ça, on ne sait plus faire que ça, et donc on fait ça. Donc il y a un choix de société. Est-ce qu'on veut continuer à aller dans le mur sur le plan de l'alimentation, ou est-ce qu'on se dit que finalement, plutôt que de remplacer, je sais pas, notre smartphone tous les ans, on peut peut-être attendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, et voilà. Et vous parliez de ma veste Patagonia, oui, elle a 10 ans, elle est recollée de partout, mais voilà, elle me suffit pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix, mais tout le monde ne va pas pouvoir les faire. Et c'est là que la question de l'accompagnement social est fondamentale. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus vulnérables doivent absolument être accompagnées dans cette transition. Et je vais me permettre, de rajouter 3 minutes pas plus sur ce sujet-là, puisque quelle devrait être la première mesure. De mon point de vue, le plus important, c'est de comprendre le lien qui existe entre les niveaux de vie et la contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, le dernier rapport de 2021 du World Research on Inequalities, je ne traduis pas, a sorti les premiers chiffres qui montrent que 1%, 80 millions de personnes dans le monde, 80 millions de personnes, produisent en absolu 50% de plus, en masse absolue, de gaz à effet de serre, par leur patrimoine et par leur mode de vie, que les 50%, les 4 milliards de personnes qui ont les patrimoines les plus modestes dans le monde entier. 4 milliards, 80 millions. Et c'est pas très différent dans nos pays. En France, la moyenne est entre 10 et 13 selon le calcul, tonnes par an et par habitant. Si on veut être au rendez-vous des engagements que l'Europe a pris, qui s'appelle Fit for 55, c'est-à-dire 55% de moins d'émissions nettes en 2030 par rapport à la base de 1990, il faut que la France soit globalement aux alentours de 5 dans 10 ans. On est à 10 aujourd'hui. Vous prenez la moitié de la France, mettons celle qui est là, de ce côté-là, de la salle, qui êtes les personnes qui émettez le moins. En moyenne, cette moitié émet 5 tonnes par an et par habitant. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de la salle qui est déjà à l'objectif de 2030. Puis l'autre moitié, elle n'y est pas du tout. Et comme partout ailleurs, les 1%, dont moi, c'est plus de 100 tonnes. Il y a des gens qui sont à 500 tonnes. Ça va très vite quand vous voyagez. J'inclus mon boulot. Quand je voyageais, que je faisais le tour de la planète, voilà. Alors j'ai compensé tout ça, mais pour moi, c'est pas du tout suffisamment satisfaisant, c'est juste un pis-aller. Mais c'est pour dire que on ne va pas demander le même effort, sinon ça va juste s'arrêter très vite, aux gens qui sont à 5 aujourd'hui là, et à ceux qui sont à 25, qui est là-bas. Non mais on va pas, parce que ça va juste pas le faire. Et je vais ajouter un truc, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a de l'espoir. C'est que cette partie de la salle, c'est une partie de la salle qui est assez mal connectée, on va dire, au cœur du système économique et de la façon dont nous faisons fonctionner nos modes de vie ensemble, en particulier des gens qui vivent en milieu périurbain, avec des moyens de transport qui s'arrêtent un peu trop loin de chez eux, qui ont besoin de se lever à 5h du mat, et donc les moyens de transport d'ailleurs à cette heure-là, ils ne sont pas
voilà, ils sont pas là, et donc il faut qu'ils prennent une voiture, ils n'ont pas trop les moyens, donc c'est pas une voiture très récente, donc elle pollue, donc, etc. Et puis, vous savez quoi, les passoires thermiques dans la rénovation des copropriétés dégradées, c'est un sujet qui existe depuis des années et des années. Donc, ouais, ces gens-là, ils ont aujourd'hui, ils émettent 5 en moyenne, mais avec des facteurs d'émission qui sont ceux d'aujourd'hui, qui sont très dégradés. Maintenant, imaginez une transition dans laquelle on se met tous à se dire on va faire de la mobilité, des transports collectifs communs, on va désengorger sans doute les très grandes villes et mettre en place des systèmes de vie où on va pouvoir être dans un rapport au temps et au déplacement qui permet de moins prendre la voiture globalement. Et puis, il manque plein de logements en France, donc on va en faire, et du coup, les gens vont pouvoir accéder à des logements qui sont moins énergivores qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça veut dire que les facteurs d'émission après cette transition, c'est-à-dire se déplacer et se chauffer chez soi, ils seront peut-être divisés par 2. Et donc, avec leur mode de vie aujourd'hui où ils sont déjà à 5, si demain les facteurs d'émission sont divisés par 2, ils sont à 2,5, donc s'il faut être à 5 et que tout le monde fait la moyenne, ils pourraient peut-être doubler leur mode de vie aujourd'hui. Voyager 2 fois plus et se chauffer 2 fois plus. C'est juste pour dire que si on prend ça en compte, ce qui est urgent, c'est de réaliser que ça va se faire uniquement si les gens qui ont de quoi vivre et qu'ils estiment qu'ils ont suffisamment pour vivre fassent en sorte de réduire très très significativement l'empreinte carbone de tout ce qui est en excès de ça. Il n'y a pas 36 autres solutions. Alors on peut espérer que ça se passe de façon, de nouveau, avec des prises de conscience. Mais il y a des politiques qui sont, des politiques au sens des politiques publiques, qui sont réfléchies à l'échelle européenne, à l'échelle de la planète, y compris sur le coût du carbone et sur des schémas de redistribution du droit à émettre au-delà d'un certain seuil. Et je pense que c'est absolument critique de réfléchir à ça, parce que globalement, ça dit un truc, c'est que on a oublié que dans nos modes de vie un peu individualisés, là où on est tous, on habite derrière des murs et des portes qu'on ferme le soir et tout, que on vit en commun, quoi, et on vit avec des communs au sens commons en anglais. Quand on est propriétaire de quelque chose, on est propriétaire d'en fait pendant, je sais pas, quelques dizaines d'années, pas beaucoup plus à l'échelle de la planète, c'est pas très long, de quelque chose qui appartient, qui était là avant nous, qui sera là après nous, et qui appartient en fait fondamentalement à des communs. Et le fait de rendre la propriété que nous exerçons à des communs au moment où nous n'en avons plus besoin, dans un état dans lequel elle peut servir à ces communs, c'est-à-dire sans l'avoir dégradée, c'est-à-dire en rendant des sols agricoles qui ne sont plus exploitables ou des puits de pétrole qui sont vides, je pense que ça doit avoir un prix, et ce prix doit revenir à l'utilisatrice ou à l'utilisateur. Quand je dis doit revenir, c'est lui qui doit le payer, le prix de la dégradation de ces communs, un jour ou l'autre. Voilà, pardon, pour une première mesure, sûrement pas très populaire, mais je pense qu'elle est importante. Merci beaucoup pour cette réponse. Bonjour monsieur, merci beaucoup, c'est absolument passionnant de vous écouter. Une question auquel j'essaie de réfléchir, mais j'ai vraiment pas encore trouvé une solution. On a l'impression qu'il y a énormément de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a le carbone d'un côté, c'est hyper facile de le compter, et donc on se focalise vraiment là-dessus. Mais il y a tellement d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. J'ai l'impression qu'on pourrait difficilement arriver au bout de cette complexité. Une réponse peut-être pour la question énergétique, c'est la nucléaire. Oui, ça pollue. Par contre, d'un point de vue géopolitique, ça nous apporte beaucoup, comme ces derniers jours a démontré malheureusement avec l'Ukraine. C'est pareil pour la biodiversité, c'est pareil pour la justice sociale. On a l'impression que les KPI qu'il faudrait prendre en compte sont tous très interdépendants. Certains sont très compliqués à chiffrer. Donc j'ai un peu deux questions. Qui s'occupe
s'occupent au mieux, à votre avis, d'essayer de venir et de mettre tout ça à plat et essayer d'avoir vraiment une compréhension et une notion de priorité qui est ajustée et qui est prête? Et deuxième question, un peu plus compliquée, est-ce que vous pensez qu'on pourrait y arriver? Même, est-ce que c'est trop idéaliste de penser qu'on pourrait vraiment mettre à plat tout qui pourrait nous permettre de continuer à vivre des jours heureux aujourd'hui et demain? Merci. Merci à vous. Bonjour Monsieur Faber, merci beaucoup. En 2018, vous avez fait une double contribution au World Economic Forum sur la justice climatique. Dans la voie que vous proposiez, vous semblez proposer une voie à partir des salariés, qui sont une forme d'élite, mais tout de même une voie, les corps intermédiaires, les corps sociaux, qui est extrêmement intéressante. Je suis assez circonspect sur la place et la légitimité du World Economic Forum. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette organisation et ce qu'elle propose, et notamment ce qu'ils appellent la grande réinitialisation. Est-ce qu'on va pouvoir finalement répondre à ces immenses défis sans justement les corps intermédiaires, sans processus démocratique, et finalement avec juste un plan validé par des élites, non maîtrisé par personne, et qui peuvent aussi se construire contre les peuples? Et on sait très bien, l'histoire nous apprend que quand on se construit contre les peuples, le retour de base peut être très très violent. Une troisième pour la route. Bonjour, merci pour les inspirations. On est à Grenoble, on a du numérique et on parle beaucoup de numérique, on parle de transition numérique également. Moi j'aimerais faire le lien parce que, et non pas que je mets la transition numérique en amont des transitions dont vous parlez, mais comment votre expérience pourrait, au bénéfice des grands groupes, des moyennes entreprises et aussi des PME, être bénéfique, et comment votre expérience pourrait inspirer ces patrons pour prendre en compte la transition du climat, la transition sociale par la transition numérique. Bon, merci, c'est toutes des belles questions. J'ai essayé d'avoir des belles réponses, en tout cas des réponses auxquelles je crois. Le CO2 et le reste, c'est vrai que c'est un vrai risque. Et ça a commencé d'ailleurs. Parce que je reviens à la question de monsieur sur la culture et je répondais à la conscience. Quand on a un indicateur et que c'est le seul, on met du coup des œillères et on voit plus le reste et on va dans un autre mur en fait. C'est pas le même, mais bon, c'est quand même un mur. Donc oui, évidemment, être capable d'appréhender la complexité du pilotage, c'est fondamental. Quoi. De piloter en au moins 2, voire 3, voire 4 dimensions, c'est fondamental. Ouais, on y arrive quand même en 3D, et notamment en montagne, on grimpe en 3D. On grimpe pas, c'est pas un écran plat, c'est pas un sol, c'est vraiment 3D. C'est l'équilibre, et la gravité, la pesanteur, les mouvements, la vitesse, plein de choses, quoi. Donc, je ne dis pas que c'est simple, je dis que vous avez raison. Voilà. Ensuite, il faut... je pense qu'il faut faire des tris. Et je pense que vraiment, le climat, c'est urgentissime. Et de façon très pragmatique, vous l'avez dit, à peu près tout le monde est d'accord, enfin tous les gens qui s'intéressent en fait, pensent que c'est vraiment ça le sujet, qu'il n'y en a pas qui soit plus urgent que celui-ci. Et on a le gros avantage d'être à peu près tous d'accord sur la façon dont on mesure le réchauffement climatique et les indicateurs de contribution à ce réchauffement au travers du Greenhouse Gas Protocol et des émissions équivalentes de tonnes de CO2. Donc, c'est tellement génial d'avoir à peu près un indicateur relativement précis et sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, qu'il faut absolument l'utiliser immédiatement pour que ce soit plus juste l'euro et le dollar. Là-dessus, moi, je suis super pragmatique. Deuxièmement, je prends, de nouveau, je parle de ce que j'essaie de ce que je connais un peu, et j'essaie de ne pas trop parler de ce que je connais moins, donc il faut que je m'arrête de temps en temps, mais sur l'agriculture. La France a une trajectoire bas carbone.
on a défini, et comme tous les pays européens, une trajectoire. La ferme bas carbone, c'est un projet mis en place en ce moment et qui vise à ce qu'en 2030-2040, on contribue par nos politiques agricoles à l'objectif européen. Il est fondamentalement lié à la décarbonation de l'agriculture. Eh bien, il y a un organisme de recherche en France dont je vous conseille vraiment de vous abonner à la newsletter, qui s'appelle l'IDRI, IDRI, qui travaille sur ces questions de transition climatique, en particulier sur les sujets d'agriculture et d'alimentation, qui est un labo de recherche, un organisme de recherche français, qui a produit un travail très intéressant en disant si on introduisait la biodiversité dans les paramètres, on aboutirait à un résultat différent de celui de la trajectoire carbone, où on dégrade un petit peu la performance carbone, mais en revanche, on est beaucoup plus résilient sur la santé des sols et d'ailleurs sur l'intensité de la pression de la surface agricole utile, puisque ça permettrait de rendre de la surface exploitée à la nature, à peu près 10% de la surface agricole utile en France, et l'agriculture va perdre de l'emploi, continuer à en perdre, hein, elle en perd depuis très longtemps, donc elle va continuer à en perdre dans à peu près tous les scénarios, dans tous les scénarios. Mais vous sauvez à peu près 30% des emplois qui seraient perdus dans un scénario carbone si on rajoute la biodiversité, la diversité des récoltes, des variétés, des semences, de l'élevage, etc. dans le modèle. Donc vous avez raison de dire que en simplifiant sur le carbone, bah oui, on passe à côté d'autres indicateurs, le vivant, l'humain, les emplois, voilà, et le vivant, le non-humain, nos sols et tout leur écosystème vivant. Donc c'est une réalité, et c'est une réalité qui est, dans ce cas-là, elle a été mesurée. Et l'IDRI est allé voir le gouvernement avec ce rapport, et ce rapport est public, il est assez intéressant de le consulter pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Là où je pense qu'il y a pour l'instant plus d'espoir que d'inquiétude d'une certaine façon, c'est que c'est très clair depuis au moins 2019, ça l'était déjà en 2018, mais au moins 2019, dans les instances mondiales qui organisent les conférences des parties prenantes, les COP sur le climat, que une bonne partie des solutions sont liées à la nature. C'est-à-dire que en anglais ça s'appelle Nature-Based Solutions, donc les solutions issues de la nature proposées aux problèmes climatiques, et il y en a beaucoup. Et donc une des façons d'atténuer par exemple le stress hydrique lié à l'élévation des températures, c'est de planter des arbres, de faire du semis sous couvert, de rentrer dans des pratiques d'agroforesterie qui ne sont pas forcément directement liées à la séquestration carbone, même s'ils le font, mais qui en revanche sont véritablement, tout simplement appuyées sur la puissance du vivant et sa capacité à faire un certain nombre de choses et de régulation. Donc cet agenda à un niveau assez élevé aux Nations Unies, entre les COP biodiversité et les COP climat, il y a désormais vraiment des ponts extrêmement solides. La FAO a fait l'organisme qui s'occupe d'agriculture et d'alimentation à l'ONU, qui est basé à Rome, en a fait un pont en fait entre les deux. Et il y a aujourd'hui la plupart, vraiment la plupart, des organismes, y compris les grandes ONG, etc., qui travaillent sur ces questions dans l'agriculture, lient les deux. Bon, c'est moins le cas dans d'autres domaines, mais c'est juste pour dire que oui, c'est évidemment important. Sur la question du World Economic Forum, alors je n'y suis jamais allé en fait. Donc c'est une déclaration qui a dû être faite ailleurs. Je vais à un certain nombre d'événements, peut-être à une COP ou un truc comme ça. Je suis jamais allé à Davos. Dans ma nouvelle fonction, il va sans doute falloir que j'y aille. Mais jusqu'à présent, j'y suis jamais allé parce que j'estimais pas que c'était un endroit où, c'était pas une priorité pour moi, on va dire. Le Great Reset du WEF,
Je pense que au total, ça fait partie de ces chemins de conscience que font aussi des dirigeants, parce que c'est vraiment pas du discours. Donc il va se passer des choses, et c'est bien qu'il se passe. Mais vous avez complètement raison de dire aussi que ça ne remplace pas un processus démocratique, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut vraiment il faut des mécanismes de régulation, et en Europe ils existent, hein, mais ils n'existent pas partout, mais il faut absolument un mécanisme de régulation en face de ces initiatives privées qui sont, à l'inverse, complètement nécessaires, hein, parce que les gouvernements européens qui ont dit on va faire moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre, ils se retournent vers leurs fonctionnaires, c'est pas eux qui vont les faire, quoi. Donc ils se retournent vers celles et ceux d'entre vous qui êtes dans l'économie ou vers les grandes entreprises en disant bon bah alors vous, c'est quoi vos objectifs en 2030? Donc c'est l'économie qui va délivrer les résultats, hein. Donc que l'économie se mette elle-même en place, enfin en route, et à des échelles aussi importantes, ça me semble bien, mais en effet ça porte le risque d'une forme d'insuffisance démocratique et réglementaire. Après, il y a plein d'instances, y compris à l'ONU, hein, pour recapturer un certain nombre de ces sujets-là, et où là, ce sont vraiment les pays qui ont la parole, mais ça délimite. C'est vrai qu'il faut des garde-fous de ce point de vue-là. Sur le numérique, que vous dire? Je pense que tout ce qu'on discute là, c'est compliqué pour les petites entreprises. Faut être bien conscient de ça, et évidemment, enfin, je pense que si vous le dites, c'est parce que vous en êtes vous-même conscient. C'est très compliqué quand on est un artisan, une patronne ou un patron de PME, de venir dans cette salle et de se dire waouh, qu'est-ce que j'en fais demain, quoi. Il faut respecter ça complètement. Donc la première des choses, c'est que je pense, quand on regarde, reprenons l'économie française. L'économie française, il y a plusieurs millions d'entreprises. Il y en a 40 qu'on connaît un peu parce qu'elles sont cotées en bourse et du coup on parle d'elles. Mais à peu près 75% des exportations et 50% de la valeur ajoutée industrielle en France sont réalisées par 3000 entreprises, pas 2 millions, 3000. Moi je pense que si déjà on se dit tout ce qu'on est en train de dire là on en discute avec ces 3000, elles seront des locomotives ensuite parce qu'elles ont un écosystème autour d'elles, des fournisseurs, et donc elles vont être elles-mêmes motrices de changement. Un des trucs qu'on regarde évidemment, et c'est en lien avec votre question, dans le conseil que je dirige, il y a des représentants du monde entier. En tout cas, il va y avoir des représentants du monde entier. Du coup, moi, je suis en contact avec un certain nombre de personnes et de gouvernements. Les Chinois, sur le climat, alors pas sur d'autres choses, mais sur le climat, vont avoir des éléments de partage d'informations qui sont très, très drastiques. Et qui ne, d'ailleurs, concerneront pas que les entreprises cotées, mais aussi les entreprises privées et les entreprises d'État, sur les grands secteurs les plus émetteurs, hein, ce ne sera pas partout. Mais ça va concerner quelques milliers d'entreprises, quand même, sauf qu'en Chine, il y en a, je crois, 22 millions. Donc, voilà. Mais ils pensent déjà à la façon dont ils vont, à partir d'applications numériques, sur des smartphones, des tablettes, des systèmes qui tournent de façon très très simple, permettre de capter ces questions-là directement auprès des petites entreprises, sans qu'il y ait de coûts de mise en œuvre et de procédures compliquées pour ces petites entreprises. Très simplement, une cimenterie locale, il y en a une pas loin à la sortie, si elle ne faisait pas partie d'un grand groupe, au lieu de lui dire « calcule-moi tes émissions carbone, etc. », on lui dirait simplement « dis-nous à la fin de chaque année combien tu as produit de tonnes de ciment cette année ». Et on connaît les facteurs de production, c'est assez simple, le ciment ça se calcule assez facilement, le périmètre le ciment ça voyage pas très loin, donc on sait aussi calculer le périmètre de distance assez facilement. Et donc en dessous d'un certain seuil, on ne demanderait que les unités d'œuvre qui permettent de faire des calculs ensuite sur la valorisation des émissions, et on appliquerait par des algorithmes qui
faut mettre en place, mais c'est pas hyper compliqué. Et ça évoluerait dans le temps d'ailleurs, des coefficients de calcul des émissions carbone de ces entreprises sans aller les embêter sur ces sujets-là. Je ne sais pas jusqu'où ça répond à votre question sur la transition du numérique, mais parce que la question que vous posez, pour moi, elle dépasse d'une certaine façon les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire en quoi la dématérialisation est un moyen de créer des modes de vie et d'économie qui soient plus respectueuses des ressources dont on a absolument besoin et du vivant dans lequel on est inséré. Et là-dessus, oui, je pense qu'il y a le pire et le meilleur. Hein, il y a le meilleur parce que, évidemment, la digitalisation et la dématérialisation, c'est forcément des ressources qu'on prend en moins. Il faut juste être, comme le disait notre jeune ami tout à l'heure, être bien conscient du fait que ça crée aussi des dépendances technologiques, des dépendances... et d'ailleurs, l'appauvrissement de ressources qui sont extrêmement nécessaires, ça crée, on le sait, un coût carbone parce que faire tourner les systèmes avec la puissance actuelle qui est embarquée sur l'économie digitale, c'est des économies extrêmement consommatrices d'énergie. Mais il faut voir en quoi, en effet, on les utilise, non pas nécessairement 3 heures par jour assis dans notre fauteuil, parce que là c'est de la consommation d'énergie pure, mais si c'est pour remplacer des vols d'avion ou des déplacements pour une raison X ou Y, pourquoi pas. Et de nouveau, quand c'est Amazon et que ça sert à envoyer des boîtes grosses comme ça de l'autre côté de la France, parce que je suis impatient de les avoir demain matin, et si je pouvais même les avoir cet après-midi, ce serait encore mieux, franchement je pense pas que ce soit le modèle de l'avenir, quoi. Du point de vue de tout ce qu'on discute depuis. Donc c'est toujours pareil, une technologie, on a maintenant l'urgent devoir de se poser la question de savoir à quoi on l'utilise. En quoi elle vient s'insérer dans mes pratiques, mon mode de vie, mes consciences. Et je pense que la question du numérique, elle est vraiment au cœur de cette relation qu'on peut avoir, y compris, in fine, de s'apercevoir de combien nous en dépendons. Quand le téléphone ne marche plus, ça devient très très compliqué. On ne sait plus lire une carte, on ne sait plus marcher aux étoiles d'ailleurs. Bon, voilà. Donc il y a des mécanismes de dépendance dans cette forme d'économie qu'il faut vraiment repérer pour en avoir conscience. Bonjour Monsieur Faber et merci pour votre intervention. Ma question c'était la suivante. Selon vous, faut-il réformer le paradigme actuel de gouvernance des entreprises pour profiter pleinement du potentiel des sociétés à mission? Et si possible, comment? Merci. Une autre? Bonsoir Monsieur Faber. Je vois pas où vous êtes, pardon. Ah, pardon, je suis oui. là. Je suis juste là. Donc merci pour votre intervention. Toute notre société moderne et même postmoderne a fondé son ambition sur l'argent. Le rôle de l'argent est très important. Les jeunes qui sortent des écoles, et j'en fais moi-même partie depuis un certain nombre d'années, je suis sortie d'une école de commerce. Il y avait de l'ambition, il fallait prendre des postes à responsabilité, il fallait gagner de l'argent. L'argent, c'était aussi une certaine liberté, l'accès à une surconsommation. Et on voit bien que nos sociétés ont créé la mode, a créé des effets de mode, a créé la surconsommation, la surproduction. Qui pourrait se placer du Black Friday, qui ne consomme pas ou ne surconsomme pas pendant ces semaines idylliques qui nous sont proposées. Comment tout ça comment on peut arrêter ce train dans lequel on est depuis des décennies, et si on propose un nouveau modèle à nos jeunes, comment nous, qui sont Quadra, Quinca, allons-nous arriver à nous réformer dans notre lien à l'argent pour justement peut-être diminuer cette pression dans laquelle on s'est tous mis. Ouais.
Merci. Et une troisième. Monsieur Faber, bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure le pouvoir de la régulation financière. Je voudrais savoir si vous ne considérez pas qu'il serait peut-être plus judicieux, peut-être même plus efficace de mettre en place des mesures incitatives plutôt que des mesures coercitives. Voilà. Merci pour ces questions. La réforme de la gouvernance. Oui, il y a d'ailleurs en ce moment un projet mené par le gouvernement sur entreprise à mission version 2, une révision de la loi Pacte en se posant un certain nombre de questions. Moi, je ne vais pas être long sur celle-ci parce que ça ne passionne pas forcément tout le monde, mais je pense que c'est une question importante, donc merci de l'avoir posée. Je pense qu'il y a un truc vraiment très simple à faire, c'est que dans une entreprise à mission, il y a un comité de mission. Ce comité de mission, il a la particularité d'être nommé par le conseil d'administration, mais il ne reporte pas au conseil d'administration. Une fois qu'il est nommé, il est indépendant du conseil et il rend compte aux actionnaires tous les ans. Et il est chargé d'être le gardien de la mission. Et la mission, elle est définie par les statuts de l'entreprise. Pour l'instant, dans la loi, rien n'est fait pour aménager et définir les relations du comité de mission avec le conseil d'administration. Mais la loi Pacte, par l'article 1835 du Code du commerce, a spécifié que les conseils d'administration sont désormais ont le devoir de prendre en compte dans leurs décisions l'ensemble des éléments sociaux, environnementaux et sociétaux de leurs décisions, des enjeux. Donc, il serait très facile de mon point de vue, et ce serait un progrès significatif, de faire en sorte que dans cet examen des conséquences et des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux de leurs décisions, les conseils d'administration des entreprises à mission consultent systématiquement le comité de mission sur ces questions-là. Parce que, par définition, ce sont des questions qui vont être en lien direct avec la mission de l'entreprise. Ça, c'est pas prévu, et c'est, voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment un élément qui permettrait de cranter de façon encore plus forte dans la gouvernance des entreprises le lien avec le comité, avec le conseil d'administration, puisqu'aujourd'hui, de nouveau, le comité de mission ne reporte qu'aux actionnaires. Il n'est pas en lien systémique créé par la gouvernance avec le conseil. Voilà, je pense que par ailleurs, ce serait sans doute pas mal de réduire le nombre d'administrateurs. Globalement, dans les grandes entreprises, il y en a trop, et ça permettrait de traiter d'autres sujets de gouvernance. Sur la question de l'argent, madame, c'est une question qui est, je pense, c'est une question qui ne peut être que personnelle, en fait. Plus exactement, c'est une question fondamentale, générale, mais dont la réponse ne peut être que personnelle. J'ai essayé de la formuler tout à l'heure en disant celles d'entre nous qui ont la chance d'estimer qu'ils ont de quoi vivre, disons ce dont ils ont besoin, ce dont elles ont besoin, de mon point de vue, ont la responsabilité de se poser vraiment la question de ce qu'elles font du reste. Mais je ne pense pas qu'il y ait un algorithme pour ça. Il y a vraiment la question de se poser. C'est comme quand on part en montagne, quoi. Au refuge, là, à 4h du mat, quand on part, on fait ça même plutôt avant de se coucher la veille, on vide le sac sur la table du refuge, on regarde ce qu'il y a dedans et on ne prend pas tout. Parce que grimper avec un sac trop lourd, c'est dangereux. Et donc, c'est la question de jusqu'où je prévois ce que je n'ai pas prévu. Il y a quelqu'un qui faisait plein de rando là, qui m'a dit, qui a eu cette expression, qui m'a dit le poids dans le sac à dos, c'est la peur. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et pour celles et ceux qui en font, et j'espère qu'ici, enfin je pense qu'ici vous en faites plus qu'ailleurs, enfin je vous le souhaite tellement c'est beau là tout autour, quand on part en rando, au fur et à mesure, on prend de moins en moins de choses avec soi. On part de plus en plus léger parce qu'on est plus précis, on est plus ajusté, on sait ce que sont les besoins, etc. Donc, ça ne veut pas dire que on part en montagne, systématiquement, il y a une frontale et une couverture de survie dans le fond de sac. Ok, bon,
ça c'est la sécurité au cas où. Puis maintenant, il y a même des téléphones et parfois ça marche en montagne. Donc ça enlève pas mal d'incertitudes en cas de très gros pépins. Mais le reste, on ne le prend pas, on le laisse. On le laisse et on se dit que y a le copain, donc s'il y a un besoin, on pourra même peut-être partager. Et que, voilà, donc nous, je sais pas, moi, il y a des fois où on s'était un peu planté, on a partagé des vêtements. C'est-à-dire que le leader de corps départ, l'autre arrive au relais, c'est lui qui prend sa veste parce qu'au relais, on Skype pendant qu'on assure, quoi. Et voilà, puis je repars, et puis de nouveau, on change de veste, on se débrouille. Mais c'est ça l'interdépendance dans la vie. Si évidemment on se dit que notre vie, vous avez parlé de surconsommation, la surconsommation c'est de la peur. C'est de la peur de ne pas exister, ou c'est de la peur c'est de la volonté d'être indépendante, d'être reconnu socialement. Fondamentalement, je dirais de l'argent la même chose que j'ai déjà dit du pouvoir. Ce sont des addictions et évidemment qui sont absolument nécessaires. Enfin, l'argent est absolument nécessaire. On a commencé par ça tout à l'heure. On a confiance dans un petit billet qu'on a les uns entre les autres. On ne pourrait pas vivre sans ça. Alors d'autres le faisaient avec des coquillages et d'autres avec des pièces de monnaie, etc. On fait ça maintenant avec autre chose, mais peu importe. Donc l'argent est absolument nécessaire. La question c'est jusqu'où? C'est celle que vous posez. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais c'est fondamental la question que vous vous posez. Parce que, pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, de nouveau, l'excès, de ce point de vue-là, est grave à l'échelle planétaire. Parce que, on le sait, nos patrimoines sont directement corrélés à notre empreinte climatique. Et donc, avoir une voiture dont on se sert 20% du temps, ou des endroits dans lesquels on va 3% du temps sans qu'ils soient ouverts à d'autres, ou partagés avec d'autres, ou en fonctionnalité, ou en lien, ou je sais pas quoi, c'est une absurdité du point de vue du vivant. C'est une appropriation qui a exproprié du vivant, je suis désolé de vous le dire, mais je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est en effet quelque chose de fondamental, cette prise de conscience-là, dans l'acceptation collective, individuelle et collective que nous aurons pour rentrer dans cette phase de transition. Et alors, peut-être en lien avec, du coup, la question que vous posez, régulation ou incentive, incitation. Pour moi, les incitations font partie de la régulation. La régulation, c'est pas juste le bâton, bien évidemment. Et d'ailleurs, il n'y a aucune politique publique et aucune régulation qui n'a trait que aux questions de sanctions et de contraintes. C'est toujours un équilibre. Moi, en ce qui me concerne, je trouve vraiment que les schémas incitatifs sont ceux qui sont sans doute ceux qui sont prioritaires. Et ça touche à plein de choses, les incitations, y compris la production du sens, du narratif, se sentir dans un narratif commun dans lequel on a tous envie d'aller, c'est une incitation. Mais pour ça, il faut le déclarer, ce narratif, il faut le créer, il faut le partager, collectivement. Donc, oui, vraiment, je pense que les mécanismes incitatifs sont largement à privilégier avant de passer à ceux qui sont un peu moins agréables. Mais au bout du bout, pour moi, c'est vraiment la question qui nous est posée à chacune et à chacun, c'est celle de cette responsabilité collective qu'on a et je dirais de la largeur à la fois dans l'espace et dans le temps qu'on accueille dans cette responsabilité. Parce que à ce moment-là, ce n'est plus une question d'incitation ou de régulation, c'est juste une question de conscience ouverte aux conséquences de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, il y a la question du lien au vivant, et je mentionnais à l'instant la question de l'appropriation de ressources. De nouveau, l'artificialisation de nos modes de vie
est une expropriation. Il faut bien qu'on en soit conscient, quoi. C'est comme les abattoirs, on mange de la viande, moi je mange du poisson, ok, d'accord, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Quand on trace une ligne autour d'un champ en disant, il y a 10 000 ans, vos ancêtres comme les miens, ont tracé des champs là, et on dit là c'est chez moi, et puis j'exploite, et puis ils ont mis des haies et des barrières autour, c'est une expropriation. À notre échelle, on ne le voit pas, ça a l'air vide. Ah oui, c'est vide, bah tiens, ça va être chez moi, très bien, oui. Sauf que à l'échelle du vivant, c'est une expropriation. Et c'est incroyable de voir d'ailleurs que ce qui se passe dans les haies, là aujourd'hui, entre les champs cultivés et ce qui se passe de l'autre côté, il y a tout un écosystème au travers de ça, et qui passe et qui respire. Donc l'écosystème agricole et cette expropriation et les conséquences de la façon d'ailleurs dont on arrose ou pas de tout un tas de choses nos champs, ça a des conséquences bien au-delà de la partie qu'on a délimitée comme étant la nôtre. Et on sait aujourd'hui, je suis long volontairement, après j'arrête, c'est promis, mais on sait aujourd'hui que les ressources de l'agriculture de demain, elles sont dans les variétés sauvages des espèces que nous cultivons dans nos champs. Parce que dans nos champs, la législation dit que les variétés ne peuvent pas muter, elles n'ont juste pas le droit. On n'a pas le droit de vendre et d'exploiter commercialement en agriculture les semences qui sont susceptibles de muter. Dans la forêt juste à côté, elles passent leur temps à muter. Et ce qu'on voit, et là, études scientifiques de l'INRAE, du CIRAD et de bien d'autres, on voit que la capacité à muter de ces versions sauvages, non seulement est gravement entamée par le fait qu'elles sont en voie d'extinction à cause de ce qu'on balance sur leurs cousines, et elles sont sensibles puisqu'elles partagent un bout d'ADN avec ces cousines qui sont cultivées à quelques dizaines de mètres de leur existence sauvage et discrète. Donc, grave sujet d'extinction, sauf qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elles se sont adaptées au changement climatique beaucoup plus vite que celles qui sont dans nos champs. Je vous donne juste un exemple là-dessus. Caféier, Arabica, au Kenya, au Ghana, pardon. La variété sauvage donne aujourd'hui le même rendement que la variété cultivée avec 6 degrés de température de différence. 6 degrés. Donc, quand on disait tout à l'heure que la nature fait partie des solutions au changement climatique, on peut toujours essayer d'aller trouver une nouvelle OGM qui fera papa-maman. La nature est là, et elle propose ça à côté. Et donc, cette question de l'appropriation, de réaliser que chaque fois qu'on met une limite dans le sol, chaque fois qu'on artificialise, chaque fois qu'on s'approprie, c'est une expropriation du vivant. Il faut le tolérer, mais il faut bien le comprendre. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, circule pas mal en ce moment, une photo que je trouve tellement parlante, où on voit un animal en train de traverser une route dans une forêt. Et il y a marqué illusion d'optique, ce n'est pas la biche qui traverse la route, c'est la route qui traverse la forêt. Mais oui, mais est-ce qu'on réalise ça? C'est la route qui traverse la forêt. Donc évidemment, on peut se foutre de la vie de ces petits animaux, et encore plus de ceux qui passaient dans le sol avant. On peut se dire que c'est rien, mais ça veut dire qu'on s'est coupé du vivant. On s'est coupé du vivant. Et donc, tant que nous ne comprendrons pas, je vais finir avec ça puisqu'on parlait de régulation, tiens. Tant qu'on ne comprendra pas que nous sommes complètement partie prenante de ce vivant, et que c'est un privilège d'être partie prenante de ce vivant, qui nous dépasse de partout, et dont notre corps retournera à ce qu'il est, ce vivant, quoi, pour très très longtemps, on passera à côté de la vraie régulation. Une discussion que j'ai eue avec un ancien président de la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas très longtemps. Type brillant. Discussion passionnante, où on discutait de régulation. Et en effet, on met plein de règles super compliquées pour essayer de faire en sorte que les opérateurs de marché se conduisent à peu près correctement. Bon, ça marche plus ou moins bien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien, puisqu'on parle du vivant, j'ai rencontré au Canada un chercheur, un ancien trader de Goldman Sachs et de Deutsche Bank, qui a fait un PhD en neurosciences il y a 20 ans. Pendant 10 ans, il a recherché dans ces domaines-là. Il est à Cambridge, il était là, on était ensemble d'une conférence à McGill à Montréal. Et sa recherche, c'est les hormones chez les traders. Il a trouvé des trucs très très simples, très simples. Le niveau de volume de trading dans la journée
d'un trader est directement corrélé à son niveau de testostérone le matin. La testostérone, c'est encore plus simple que les machins à se mettre dans le nez pour le Covid, à tester, donc c'est pas très compliqué. Et il y a un truc pour ceux et celles qui sont en finance, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la volatilité implicite, la VI du marché. Ce qui veut dire que le marché, ça va pas bien, il y a des problèmes et tout, donc c'est volatile, et directement corrélé au niveau de cortisol, qui est dans l'organisme, le corps des traders. Le cortisol, c'est l'hormone qui gère le stress. Et donc moi, ma suggestion, c'est simple, on avait nos passes sanitaires, on déjeunait ensemble, je dis, bah tu vois, on a des passes sanitaires là, qui nous donnent l'autorisation d'aller au resto, ce serait quand même pas très difficile d'imaginer qu'il y a un petit test le matin, là, testostérone et cortisol, bon, bah, non, désolé, vous n'avez pas votre passe pour faire du training aujourd'hui. Ouais, non mais, ça vous fait rire, non, mais moi aussi, mais c'est juste ça la vraie régulation. C'est comprendre que la régulation, ça se passe dans le vivant. C'est pas juste d'essayer de mettre des grands machins en place. Bon, voilà, c'est juste pour essayer de finir cette discussion sur une note positive. Merci beaucoup, merci à tous. Donc nous allons maintenant clôturer cette conférence. Nous voulons remercier nos partenaires, le Crédit Mutuel, GEM, mais aussi la mission Montagne de Grenoble, la librairie Artaud et la maison d'édition Guérin. Donc, ce livre très inspirant, Ouvrir une voie, est disponible en librairie et au point de vente tenu par la librairie Artaud au Star Café qui est à 50 mètres de GEM. Donc, je vous invite grandement à aller l'acheter. Moi, je voudrais remercier Flavie, Redouane, Thomas et leurs 2 camarades. Non? Il ne faut pas vous remercier? Alors, voilà. On les remercie et merci à tous celles et ceux qui sont venus.